C'est la troisième séquence de l'État. Alors nous entrons aussi dans la partie dite encyclopédique, vous la connaissez, vous la pratiquez déjà à travers les autres notions. Vous y rencontrerez ici les thèses d'auteurs réputés. On a évidemment évoqué Machiavel, vous rencontrerez Raymond Aron, Hannah Arendt, von Mises, Kant, Rousseau, Hobbes, j'en passe et des meilleurs, faites-moi confiance. Au chapitre 13 du Léviathan, Hobbes se livre à une déduction rationnelle des règles du droit et du rôle de l'État à partir de la fiction d'un état de nature antérieur à l'état civil. Il donne ici la description d'un état de nature dans lequel les hommes sont égaux quant à leurs forces, sont égaux quant à leurs désirs, mais où les biens sont insuffisants. Et c'est cette insuffisance des biens, liée au fait que les hommes ne parviennent pas à se contenter du nécessaire, qui va les amener à quitter cet état de nature. En effet, cet état naturel est un état de guerre, de chacun contre chacun, puisque le droit naturel enjoint de tout faire pour assurer sa conservation, tandis que la loi naturelle commande pour sa part d'éviter ce qui pourrait nuire à la conservation de sa vie. On voit que les hommes sont confrontés dès lors à une contradiction entre droit et loi naturelle, d'où émane une loi fondamentale. Cette loi exprime pour Hobbes la nécessité de contracter, soit de renoncer à son droit sur toute chose. Cette loi fondamentale conduit à la formation de l'État, qui est la personne ou l'assemblée en quoi ou en qui chacun dépose son droit à se gouverner lui-même, afin précisément de garantir sa propre conservation. Ce qui est attendu de l'État, c'est donc qu'il assure notre sécurité. L'analyse de ce besoin de sécurité, tel que le décrit Hobbes, nous révèle deux choses. Premièrement, contrairement aux animaux, l'homme développe peu à peu la conscience de la mort, d'où découle la peur de mourir. Deuxièmement, cette peur de mourir est l'indice que l'homme accorde, en quelque sorte, à sa vie une valeur, qu'il a un amour-propre, donc, qui, s'il est cause des plus grands malheurs, puisqu'il mène à des conflits pour rien, pourrait-on dire, comme l'écrit Hobbes, est aussi ce qui pousse les hommes à contracter avec ses semblables pour préserver son existence. Kant, dans l'anthropologie du point de vue pragmatique, développe l'idée selon laquelle, en société, l'homme met à jour des dispositions qui mènent à un état de violence où chacun utilise l'autre potentiellement en vue d'une fin. Après avoir développé ses aptitudes techniques, c'est-à-dire la capacité à maîtriser l'environnement au moyen d'outils, l'homme découvre en effet en lui une disposition pragmatique où c'est cette fois non plus l'outil, mais l'autre, autrui, qui est utilisé pour parvenir à ses fins, d'où le prisme d'un certain amoralisme. Mais Kant voit en l'homme une troisième disposition, la disposition morale, que la société, cette fois-ci civile, doit permettre de développer. L'État, ainsi, n'institue pas la morale, mais il nous permet de l'actualiser en nous. Cette pitié naturelle, sensible, dont parle Rousseau, l'État doit la faire loi, en instaurant une loi naturelle originelle selon laquelle il y a une égalité de tous dans le droit à exercer sa liberté. Il est donc question, on le voit, de morale dans les attentes que l'on doit nourrir envers l'État. Cette morale n'est pas imposée de l'extérieur, comme on pourrait le penser, mais elle s'appuie sur la capacité du législateur à se représenter la volonté générale, à faire comme si, als ob en allemand, un contrat originaire avait été passé entre les hommes pour déterminer la légitimité ou non d'une loi. Cette aptitude que Kant attribue au législateur repose sur la capacité de chacun, de fait, à être son propre législateur, c'est-à-dire à ordonner ses actions à une règle, c'est ce qu'on appelle l'autonomie. Cette règle dont il est question est celle de l'idée d'un contrat originaire, formée d'ailleurs comme l'idée du beau par l'aptitude à ressentir une universalité subjective. Le législateur, du fait de son appartenance à la communauté humaine, évalue la loi en fonction de ce sentiment qui lui permet d'être sûr d'être conforme à la volonté, comme si la forme de la volonté était d'ailleurs représentée dans cette loi. Dans l'origine de la famille de la propriété privée et de l'État, Engels, avec Marx, part d'un constat selon lequel l'État n'est pas un appareil extérieur à la société qui viendrait s'ajouter à elle, mais au contraire provient de celle-ci. Cet état ne se manifeste donc pas comme tel issu d'un chapeau de paille, mais il découle d'un long processus historique qui a permis de faire advenir sa nécessité. Pourquoi cette nécessité? Qu'est-ce qui fait que cet état peut se développer?
C'est parce que pour Engels, la nécessité en question provient littéralement d'une division de la société en différentes classes correspondant elles-mêmes à des intérêts qui ne sont pas semblables. Ainsi, ce sont les conflits de classe, dont s'inspirera Marx évidemment dans son texte sur le capitalisme, liés à la hiérarchie propre à un mode de production économique qui ont amené, qui ont imposé littéralement le surgissement de cet État. On voit bien ce qui en découle comme thèse, c'est que l'État, loin d'être neutre, sert les intérêts de la classe économiquement dominante, c'est-à-dire celle qui détient les forces de production. On pourrait penser par exemple aux propriétaires d'esclaves dans l'Antiquité. Et cela en un double sens. D'une part, il permet à la classe dominante de maintenir sa domination sur les autres classes. D'un autre côté, d'autre part, il lui permet d'ailleurs de légitimer cette domination de fait. L'État ainsi masque la réalité même de la domination en endossant l'apparence d'un appareil administratif neutre prétendant servir l'intérêt général. On en conclura avec Engels que l'État sert donc clairement dans cette conception les intérêts de certains et qu'il néglige évidemment ceux du reste du peuple. Ainsi, au mépris de leur liberté politique, on voit que les droits fondamentaux des classes dominées économiquement sont niés par ce qu'on appelle l'appareil d'État. Ceci au mépris de leur liberté économique d'ailleurs, puisque cette inégalité économique est de fait entérinée, voire entretenue, sinon voulue, par l'État.